Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live Facebook. C'est la troisième et dernière conférence qu'on vous propose en live. Hop, alors aujourd'hui on va parler de costumes dans les séries avec Ivan Jacob et la conférence sera animée par Pauline Baduel. Je vais vous les présenter tout à l'heure, vous les voyez déjà à l'écran. Avant toute chose, un tout petit mot d'intro. Vous savez que Festival Sérimania a été annulé cette année, comme beaucoup et tous les événements culturel. Donc, ce qu'on vous a proposé pendant ces semaines de confinement, et on déborde un petit peu, c'était de revivre un peu les événements que vous aviez dû vivre en public, et bien en live sur Facebook, via 3 conférences. Ceci ne se ferait pas sans nos partenaires. Alors, je tiens à les remercier. Merci tout d'abord à la région Hauts-de-France, à la ville de Lille, la métropole de Lille, Hello Lille. Merci au CNC, merci à notre grand partenaire, le Crédit Mutuel, à Just Eat. Et sur cette conférence en particulier, un grand merci à l'INA et à nos 2 partenaires médias qui sont premiers à Télé Loisirs. Alors, je vous présente tout de suite le sujet. Saper comme jadis. C'est le livre d'Ivan Jacob. Elle est autrice. Le livre, il est dispo aux éditions Robert Laffont. On vous mettra des petits commentaires si vous voulez aller vous le procurer et que ça vous a plu. Pauline Baduel, elle est responsable éditoriale de Madeleine, la plateforme de streaming de l'INA. Avant de leur donner la parole, je voudrais vous dire qu'il y a des choses à gagner. Comme d'habitude, la conf est interactive, on va vous poser des questions. N'hésitez pas à commenter, à tout ce qui vous passe par la tête, les réponses aux questions pour gagner des goodies, des livres, etc. Et même des suggestions, des questions en l'air un peu comme ça. Voilà, on prend tout. Ceux qui gagnent des choses, on va pas vous le dire à l'écran et à l'oral. Notre community manager adorée Juliette va vous le dire en commentaire quand vous avez gagné. Donc, vous étonnez pas si on ne vous cite pas à l'écran. Alors voilà, tout de suite, on va commencer. Je laisse la parole à Ivan Jacob, autrice de Saper comme jadis aux éditions Robert Laffont, et à Pauline Baduel, responsable édito de la plateforme de streaming Madeleine de l'INA. C'est à vous. Bonjour à tous. Alors pour commencer, vous expliquer un peu ce que je fais là, j'avais envie de vous dire ce qu'est Saper comme jadis. C'est à la base un compte Instagram qui est devenu un livre et qui raconte une histoire des modes à travers la vie de personnages connus et morts le plus souvent. Et l'ambition avouée de ce compte, de ce livre, c'est d'expliquer que la mode n'est pas un sujet futile, qu'elle est très liée à une situation sociale, politique, économique, et qu'elle dit énormément d'un personnage, les vrais personnages historiques, bien sûr, et puis aussi les personnages de série, évidemment. Et c'est pour ça qu'on a voulu regarder les séries d'époque un peu de manière différente, justement par les vêtements. Moi, je suis responsable éditoriale de la plateforme SVOD de Madeleine, enfin Madeleine de l'INA. Et justement, je travaille avec Ivan pour mettre en avant des fictions d'autrefois via les costumes d'époque, essayer de comprendre ce que dit un costume d'une époque, d'une société et comment il façonne aussi la psychologie d'un personnage. C'est une porte d'entrée, disons, un petit peu différente pour découvrir une série soit en noir et blanc ou une série qui date de quelques années. On va justement commencer par une série que les moins de 50 ans n'ont pas vue à la télévision, j'en fais partie. Pour autant, elle mérite quand même le coup d'œil. N'hésitez pas, cette conférence, elle est participative, donc on va vous faire participer. Donc si vous avez des commentaires ou des références en tête, vous pouvez bien sûr nous les signaler. Je vais vous faire deviner cette première série. Je vous donne quelques indices. On va parler d'un héros, peut-être même le premier héros de série à la française, un peu comme Vidocq ou Jacques Croquant. Ce héros s'inspire du personnage de Robin des Bois. Son créateur, c'est le père de Zabou Bretman. Il s'ancre dans une époque bien précise, c'est le Moyen-Âge, la guerre de 100 ans, et il va combattre les Anglais pour essayer un petit peu tout simplement de défendre son roi. Ce héros s'appelle Thierry Lafronde et contrairement à d'autres héros qui portent par exemple une arbalète pour se battre ou un arc, eh bien Thierry, lui, il a une fronde, mais il n'a pas que ça. Il y a un autre détail qui ne trompe pas chez Thierry Lafronde, c'est ses collants. Et Ivan, tu nous en dis un peu plus sur cette mode des collants au Moyen-Âge. Oui, en fait, les hommes du Moyen-Âge, ils portent pas exactement des collants.
Le collant de Thierry Lafronde, c'est en fait une interprétation un peu libre des choses. La série, elle se passe, comme tu l'as dit, au milieu du XIVe siècle. Et même si ça n'est évidemment pas une série sur la mode, elle décrit une époque qui marque en fait une vraie révolution dans l'histoire du vêtement. Parce que les hommes, ils se mettent à porter des pourpoints, c'est des vestes militaires qui, à l'origine, en fait, se portent sous l'armure pour éviter que le corps soit blessé par les parties métalliques de l'armure. Et puis, au lieu de les porter en fait en vêtements de dessous, ils vont se mettre à les porter comme un vêtement de dessus. On a peut-être une photo qui va venir, c'est une veste matelassée, ajustée, qui est courte. Et avec ce nouvel habit, eh bien, il y a un problème évident de pudeur, voilà, vous le voyez sur la photo, parce que les jambes vont se retrouver nues. Et donc, pour se couvrir les jambes, eh bien, il va falloir mettre des morceaux de tissu qui s'appellent des chausses. C'est des pièces de tissu qui partent du bas de la jambe et qui sont attachées en haut des cuisses par des rubans qu'on appelle les aiguillettes. Et en plus, le pourpoint, au fur et à mesure qu'avance le siècle, il va raccourcir, remonter. Et donc, les chausses vont devoir remonter pour accompagner ce mouvement parce que sinon, les hommes, eh bien, ils se traballent un petit peu tout nus sous leur pourpoint. Il faut trouver une solution pour sauver la pudeur, pour cacher ce sexe. Et les chausses sont réunies en haut des cuisses. Et sur le sexe, on va placer une sorte de triangle de tissu qui s'appelle les braies et qui donnera plus tard la braguette. Et c'est ce qui va répondre à cette critique en fait de déshonnêteté dans la tenue des hommes. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, surtout si vous pensez à des héros justement dans les séries même plus récentes qui portent des collants aujourd'hui, parce que là comme ça, moi je pense à Thierry Lafronde, mais j'ai pas beaucoup de héros masculins en tête qui portent des collants. Ce qui est marrant, c'est que ça ressemble un peu aux collants un peu sportswear. En fait, c'est hyper pratique pour faire de l'action, quoi, pour se battre. Exactement. En fait, ça va dessiner beaucoup plus la tenue. Globalement, au XIVe siècle, les vêtements deviennent beaucoup plus fités au corps pour plusieurs raisons. On a progressé dans la façon et la coupe des vêtements. On a aussi pas découvert, mais on utilise depuis le siècle précédent le bouton, ce qui permet d'ajuster davantage le vêtement. C'est quand même pas aussi ajusté qu'on peut le voir, notamment sur cette photo. C'est pas aussi moulant, mais on a des techniques, notamment d'utiliser le biais des tissus en fait pour avoir des choses plus adhérentes au corps. Et ça va être le cas pour les chausses. Ce que porte Thierry Lafronde, c'est, comme tu dis, plus proche d'un collant de danseur, en fait, d'un vêtement de sportswear. Et d'ailleurs, il raconte lui-même qu'il avait une coque de danseur classique qui lui tenait le sexe et les fesses sous ce collant. Cet habit très reconnaissable, ça sert aussi évidemment à expliquer un contexte politique, économique, social. Je rappelle qu'on est en pleine guerre de 100 ans, au Moyen-Âge, et c'est une guerre qui va durer très longtemps en plus. Voilà, elle dure au moment de Thierry Lafronde depuis déjà une bonne vingtaine d'années. Et donc, les hommes, en fait, se promènent en armes très régulièrement. La guerre, elle est partout dans le pays. Et donc, le pourpoint est vraiment hérité de cette tenue militaire. Et c'est un vêtement militaire qui va passer dans le vestiaire civil. Et donc, comme je vous l'ai dit, le problème, c'est qu'elle est très courte, cette veste, et que ça cause un gros scandale. Les moralistes vont trouver ça absolument abominable, évidemment. Et cette mode de se trimballer les fesses à l'air, on dit les génitoires à l'époque, les fesses et les génitoires à l'air, en tout cas visibles ou trop moulés. Et c'est tellement déraisonnable qu'on va même imputer à ces vêtements très courts toutes les horreurs du siècle, toutes les défaites militaires de la guerre de 100 ans et même la peste, par exemple. Mais la mode, elle s'installe quand même parce que sans doute, il y a cette nécessité d'être en permanence sur le qui-vive pour les hommes d'armes et qui devient une mode et qui passe dans le vestiaire civil. Et ceux qui vont garder la robe par opposition, parce que c'est quand même une mode de la jeunesse d'un corps jeune, et ceux qui vont garder la robe longue par opposition, c'est les personnes âgées, et puis celles qui veulent garder une forme de figure morale ou d'autorité, comme par exemple le clergé, les docteurs, les magistrats qui ne peuvent pas se permettre d'adopter cette nouvelle mode. Et finalement, à quel moment le collant commence un peu à disparaître exactement? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle le collant, mais beaucoup plus tard, parce que le pantalon n'arrive pas avant la Révolution française. Il est porté, en tout cas l'aristocratie continue de porter des bas et des culottes qui sont extrêmement fitées aux jambes également.
Quand on réfléchit aux héros, là, je vous vois un peu faire des commentaires justement sur d'autres séries où les héros peuvent porter des collants. C'est vrai que même sur Madeleine, on peut regarder Les Rois Maudits. Là, ça semble assez évident. Je pense d'ailleurs à une adaptation, en tout cas le point de départ de Game of Thrones, c'est justement Les Rois Maudits. C'est une série qui rappelle les codes médiévaux, mais qui prend aussi beaucoup de liberté justement avec les costumes. Ça n'a rien à voir avec les costumes qu'on peut observer dans Thierry Lafronde. Il y a peut-être d'autres séries en tête, Ivan, que toi aussi t'aurais, où justement les héros peuvent porter des costumes similaires. Je pensais justement, c'est pas une série, mais je pensais que les libertés prises avec l'habit de Thierry Lafronde dans la série, ça m'a fait beaucoup penser aux vêtements de Robin des Bois dans le film des années 30, où vraiment c'est ce même vêtement un peu populaire et ce collant. Parce que le pourpoint, il y a aussi une vraie évolution du personnage de Thierry Lafronde. Au début, quand on le voit dans son pourpoint, c'est quand il est encore dans son rôle de noble, d'aristocrate, si on peut dire, comme ça pour l'époque. Et plus petit à petit, il va passer plus à la clandestinité, si on veut, et il va prendre un habit qui est beaucoup plus populaire, qui est celui qu'on voit là sur la photo dans les bois. Et ça ressemble vraiment à celui de Robin des Bois. Pour ce qui est de Game of Thrones, il n'y a aucune comparaison historique, puisque ça n'existe pas. C'est pas une époque qui a existé, un lieu qui a existé. Et c'est pour ça qu'on a pu voir des libertés et des choses un peu rigolotes comme les tapis Ikea utilisés pour constituer les peaux de bêtes sur les costumes et imiter la fourrure. C'est aussi parce qu'il n'y avait pas ce besoin de respecter une véracité historique. Ouais, on pense aussi à Kaamelott. Là, pour le coup, c'est un peu tourné en dérision, en fait, les habits dans Kaamelott. Enfin, c'est vrai que ça peut être une tenue qui peut susciter des moqueries, alors qu'en fait, elle avait une vraie réalité pratique. Ouais, en fait, c'est un peu l'image qu'on a du Moyen-Âge, en fait. C'est vraiment tous les clichés un peu sur le vêtement médiéval qui a été pendant très longtemps pas vraiment étudié et donc sur lequel on n'avait pas tellement de connaissances. Ouais. Et parmi vos commentaires, je regardais, vous citiez aussi Roméo et Juliette et certains costumes, mais c'est vrai qu'on est dans une période assez ancrée dans le temps, enfin en tout cas d'époque, et dans les séries modernes, même si celles qui prennent pour terrain de jeu le Moyen-Âge, comme c'est tellement fantaisiste, finalement, on ne retrouve pas les mêmes codes. On va continuer un petit peu dans la thématique des collants, mais je voudrais vous faire participer à un jeu pour vous faire gagner différents goodies du festival Sérimania, et je voudrais vous poser une question assez simple. À votre avis, quelle est l'une des reines les plus dépensières de l'histoire de France? Je vous parle de ça parce qu'on glisse des collants aux robes, et la série dont on va parler désormais, c'est une série royale. Du coup, c'est un peu dans l'air du temps. En ce moment, les séries qui ont pour personnage principal une reine fleurisse, évidemment, il y a The Crown, on a Catherine the Great aussi. D'ailleurs, si vous avez d'autres séries en tête avec des reines et des costumes flamboyants, n'hésitez pas à nous en faire part parce que je suis sûre que j'en ai oublié pas mal. Celle dont on va parler justement, elle est signée Guy Lefranc. Alors, elle tâte un peu, elle date de 1975. Elle parle d'une reine très frivole, très dépensière aussi. On la disait un peu désintéressée des petites gens. On va d'ailleurs beaucoup lui reprocher son rythme de vie, sa philosophie de pensée. Et cette série, moi, elle m'a beaucoup marquée quand je l'ai découverte sur Madeleine parce que c'est une série, en fait, assez dure, assez cynique sur cette reine qui a d'ailleurs fait l'objet aussi de pas mal de fictions, dont un long métrage de Sofia Coppola. Et voilà, cette reine, elle s'appelle Marie-Antoinette. Ouais, et pas mal trouvé de qui il s'agissait. Évidemment, pour les costumes, Marie-Antoinette, c'était un peu la reine de la dépense. Enfin, ses budgets, c'est faramineux en fait. Hein. Exactement, et c'est une série qui a été très ambitieuse dans les costumes, d'autant plus que c'est le premier programme en couleur de TF1, donc c'est un petit peu une révolution en termes de série. Ça préfigure aussi la mode actuelle pour les séries d'époque. Il y avait 1000 costumes pour cette série, dont 40 rien que pour la reine. Ça montre déjà l'importance du vêtement dans la vie de Marie-Antoinette, évidemment. Et c'est vrai qu'on la décrit souvent, tu l'as dit, comme la reine de la mode, en tout cas la plus mode de nos souveraines. D'abord, tout simplement parce qu'elle est soumise, comme toutes les autres, à une étiquette
très stricte. Les vêtements doivent souligner la magnificence de la personne royale. C'est fondamental, ça fait partie de son job. Ensuite, parce qu'elle vit aussi à une époque où les phénomènes de mode s'accélèrent. C'est les premiers périodiques de mode qui voient le jour à la fin du XVIIIe siècle. On a, je crois, une image aussi pour ça. Et c'est les ancêtres de nos magazines de mode. Et du coup, évidemment, les phénomènes, ils vont connaître une diffusion. Les phénomènes de mode vont connaître une diffusion plus rapide, un peu partout. Et puis, c'est dû aussi à la personnalité même de Marie-Antoinette, qui a un goût personnel pour la mode et pour les vêtements. Et si le rythme des modes s'accélère aussi, c'est parce qu'elle se sépare de tous ses vêtements à la fin de chaque saison. Alors, à l'époque, on ne les jette pas, hein, les vêtements, on les donne, on les recycle, mais quand même, ça accélère vraiment le rythme de la mode. Et la série respecte et souligne beaucoup d'épisodes de la vie de la reine qui sont très liés justement à ses habits. Si on devait faire un panorama un peu du style de Marie-Antoinette, on commence par quoi? Alors, évidemment, elle est en robe, des très belles robes, je ne vous surprends pas. C'est la fin de la mode des robes à la française, très larges, avec des paniers sur les côtés. Et puis, petit à petit, vont venir des robes plus simples, qu'on dit à la polonaise ou à la lévite. Et la robe à la française, avec les paniers et tout le tralala, va devenir la robe de cour, un petit peu plus habillée, un petit peu plus formelle. Donc, il y a déjà une volonté de s'affranchir un petit peu des codes très stricts vestimentaires. On dit que c'est venu à la Révolution. En fait, c'est antérieur à la Révolution. Hein. C'était déjà le cas 10 ans auparavant. Et ça vient de médecins qui s'inquiètent du rôle du corset sur le corps de la femme, de l'influence du corset. Ça vient aussi de l'influence de Jean-Jacques Rousseau qui explique que le corps doit retourner à quelque chose de plus simple et de plus naturel. Et Marie-Antoinette, elle va porter des robes chemises, une robe qu'on dit en gaule, dans des tissus plus légers, un peu transparents, des mousselines de soie, etc. Et ça va faire scandale parce que elle se sépare un petit peu des codes stricts des vêtements. On voit aussi dans la série l'importance du rôle de Rose Bertin, celle qu'on a surnommée, ce qui était sa modiste et qu'on a surnommée un peu ironiquement la ministre des modes pour souligner son importance et puis son influence à la cour. Mais on la voit aussi dans la série, et ça a été vraiment respecté, en habit d'équitation, une tenue plus masculine qui fait scandale parce que Marie-Antoinette, en fait, elle monte à cheval et elle monte à califourchon. Elle porte même un caleçon sans jupon par-dessus. Alors, ça vous paraît peut-être pas dingue, mais c'est complètement dingue à l'époque parce que ça ne se fait pas. Elle reçoit des lettres de sa mère qui lui expliquent que ça ne se fait absolument pas. On dit aussi que c'est un problème pour la maternité, pour la fécondité, et elle, justement, elle n'arrive pas à avoir d'enfants, donc elle est très surveillée, elle peut pas tellement faire ce qu'elle veut, et puis elle a des moments un petit peu de relâche où elle se rend à Paris, depuis Versailles, dans un costume masqué, pour participer à des bals masqués ou au carnaval, et c'est aussi assez incroyable pour une souveraine, ou même avant de devenir reine, quand elle est encore princesse, parce que c'est pas véritablement dans les habitudes de la famille royale. Ouais, enfin, quand tu l'as décrit comme ça, même si la série, on a l'impression que c'est un personnage hyper moderne, en fait, hyper en avance sur son temps. C'est peut-être juste, elle n'avait pas les bons moyens de communication à l'époque et du coup, tout a été très mal perçu. Mais qu'est-ce que tous ces costumes disent du personnage de la reine dans la série? En fait, ça nous dit plusieurs choses. Justement, cette volonté de s'émanciper, le fait qu'elle ait aussi fait un usage assez politique du vêtement. Elle a porté... en fait, on lui demande pas, c'est une reine à qui on ne demande pas vraiment son avis. Et du coup, elle va utiliser la mode et des accessoires pour le donner quand même. Et notamment, je pense à quelque chose... qui lance la mode des poufs. Au début, les poufs, c'est ces structures monumentales avec des maquettes dans les cheveux et tout un tas d'accessoires, de perles, de plumes, etc. Et en 1775, Marie-Antoinette, elle convainc le roi de se faire inoculer la variole. C'est une pratique qui se fait en Autriche, mais pas du tout en France. Elle a toute la cour contre elle. On craint pour la vie du roi, il n'y a pas encore d'héritier. Et elle va quand même réussir à le convaincre. Il le fait, il s'en sort protégé de la maladie. Et triomphalement, elle va porter un pouf à l'inoculation qui reprend
le serpent, de la médecine, etc., pour montrer à ses ennemis un petit peu son triomphe. Et puis, ce que ça montre aussi, c'est l'importance de l'étiquette et les difficultés pour elle d'en sortir. C'est-à-dire qu'on condamne son impudeur quand elle porte une robe chemise. On l'accuse d'atteinte à la majesté de la personne royale. Parce que c'est finalement pas elle qu'elle habille, et ça faut bien le comprendre, c'est pas sa personne privée qu'elle habille, c'est le personnage de la reine de France. Et on lui reprochait aussi pour la même raison d'avoir porté des robes qui étaient trop facilement imitables, qui étaient moins chères, qui n'étaient pas le grand habit de cour, et donc qui la séparaient moins en fait de ses sujets. Et puis on voit bien aussi dans la série, ça c'est très bien fait, que ce rôle il se limite souvent à l'apparence, c'est-à-dire qu'on lui a reproché ses dépenses et le fait d'être passionnée par la mode, mais elle n'avait pas, la pauvre, non plus beaucoup le choix. Elle n'était pas très écoutée, au moins, en tout cas, au début du règne. Et ça illustre aussi les erreurs de communication, sans doute, avec le vêtement. En fait, on la détestait, quel que soit son costume. Elle a une fin tragique, Marie-Antoinette. Est-ce qu'on sait comment elle était habillée sur l'échafaud? Ouais, elle portait une robe très simple, toute blanche, sans aucun décor. C'est un peu l'usage pour les exécutions, mais ça résonne évidemment comme un symbole de l'abolition des privilèges royaux. Marie-Antoinette, en tout cas pour cette manie des costumes et de ses dépenses, elle n'est pas toute seule. J'ai pu voir dans vos commentaires, en fait, vous parlez évidemment de beaucoup de séries comme Les Tudors, Versailles, qui coûtent cher en costume et qui aussi accordent une part très importante au costume. Wolf Hall, que je découvre, The White Queen, The White Princess, The Crown, évidemment, c'est peut-être la plus connue parce que déjà, elle est assez récente et puis on connaît le budget aussi de la reine d'Angleterre. Ces costumes sont assez fous dans la série. Ouais, c'est encore plus impressionnant que pour Marie-Antoinette. Je crois qu'il y a plus d'une soixantaine de costumes pour la reine et en tout, il y en a des centaines. La robe de mariée qui a fait couler beaucoup d'encre, il y a eu beaucoup d'articles sur sa robe dans la série qui a coûté extrêmement cher. Et en fait, dans The Crown, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'elle est encore en vie, évidemment, et donc il y a un vrai enjeu ici à différencier en fait la princesse qu'elle a été dans sa jeunesse et puis la reine qu'elle est devenue, et il y a une vraie évolution vestimentaire. Et puis la créatrice, elle explique aussi qu'elle a co-créé dans une certaine mesure les personnages avec les acteurs. Ça montre l'importance du vêtement, mais en tout cas, ça a été la particularité de The Crown, en fait, c'est qu'il a fallu travailler sur les vêtements historiques qui sont connus du public, c'est-à-dire tous ceux pour lesquels on a des archives visuelles, de les respecter au maximum pour que la partie privée de la vie de la reine soit crédible et qu'on ait envie d'y croire en fait à ces scènes où on n'a pas d'archives vestimentaires, mais où elle a l'air d'être autant elle-même que dans les scènes publiques en fait. Là, on a donné pas mal de chiffres et pas mal d'informations autour de ces séries historiques. Essayez de bien écouter parce qu'à la fin, on vous posera 2 questions sur ce qu'on a dit autour des costumes pour vous faire gagner justement le livre s'appelle comme jadis d'Ivan. Je voulais juste revenir sur la réalité justement historique de ces séries et l'importance justement de la vraisemblance dans ces séries. Juste pour Marie-Antoinette, donc la série de Guy Lefranc qui est présente sur Madeleine, 175, enfin juste avant puisqu'elle a été diffusée jusqu'en 76, c'est 158 acteurs, 500 figurants, 800 000 costumes en tout, fournis essentiellement par les studios des Buttes-Chaumont. Et surtout, je voulais dire que cette série, elle a été tournée à Versailles même, donc ce qui est quand même assez dingue pour l'époque. Et pour l'anecdote, en fait, le réalisateur était complètement dépassé parce qu'il y a eu énormément de visiteurs au moment des tournages et que c'était du coup hyper compliqué de chasser les gens et de les mettre sur le côté et pour pouvoir tourner et que ce soit le plus vraisemblable possible. Alors, juste pour rebondir sur la véracité historique, comme tu disais, c'est assez respecté dans Marie-Antoinette, même s'il y a eu des évolutions dans l'histoire du costume depuis les années 70. Pour Versailles, la série Versailles, par exemple, je crois que vous en parliez aussi, c'est
assez vraisemblable, mais il y a des évolutions qui doivent se faire en fonction du décor notamment. Et comme le décor est extrêmement riche et qu'à l'écran, il faut que ce soit quand même joli, la costumière a été obligée de faire un peu plus profil bas sur les matières et sur les couleurs pour que ça jure pas, tout simplement. Et alors, les Tudors, là, on n'est pas du tout dans la vraisemblance historique. Il y a des accessoires qui datent du siècle suivant, que porte Anne Boleyn notamment. Les réalisateurs et les créateurs de cette série ont justement expliqué qu'ils avaient envie de faire quelque chose de sexy, quelque chose qui attire les jeunes et pas du tout quelque chose qui soit véritable dans l'histoire du costume. Et vous voyez sur la photo Anne Boleyn qui est dans une pose extrêmement lascive au premier plan. Ça n'existe pas au XVIe siècle. C'est pas possible. Donc l'idée, c'est d'être sexy, pas d'être véridique. Je vois que vous posez pas mal de questions, n'hésitez pas, on les note d'un côté et à la fin de la conférence, on répondra à vos questions. Jusqu'à maintenant, on a parlé en fait des vêtements un peu comme apparat, des collants aux robes des reines, mais le vêtement peut dégager autre chose, ça peut être une arme évidemment, porter une distinction plus forte ou caractériser un personnage dans sa psychologie, dans son action. Je pense notamment aux costumes peut-être des super-héros ou des anti-héros. Le tout premier, l'un des tout premiers anti-héros modernes s'appelle Fantomas et on va vous parler de cette série qui est vraiment magnifique pour plein de raisons que moi j'adore et il y a un grand réalisateur qui se cache derrière cette série. Donc je vous laisse un peu deviner, elle date de 1979, 4 épisodes, plutôt fidèles au roman. Je dis un réalisateur derrière cette série, en fait il y en a 2 puisqu'il y a également Jean-Louis Buñuel et l'anti-héros dont je parle, eh bien il est joué par Helmut Berger, c'est l'acteur fétiche de Visconti. Et outre le fait qu'il est magnifique, il est très bien habillé dans la série. Il apparaît un peu comme un monstre froid, sans scrupules, avide, un peu, je sais pas, il est très peu expressif finalement. Ça s'explique aussi parce qu'il a un costume très particulier. Déjà, il est masqué. Mais c'est vrai que moi, il m'a fait penser à des héros, des anti-héros beaucoup plus modernes, comme Dark Vador, par exemple, parce qu'il y a ses forces obscures et puis il y a toute une gestuelle. Si vous pensez à d'autres séries d'ailleurs où le costume détermine autant la psychologie d'un personnage dans son côté froid, parfois terrifiant, n'hésitez pas. Mais en tout cas, le Fantomas dont je parle, il est signé Claude Chabrol. Et ce Fantomas-là, Ivan, il a un masque et ce masque, il est bien particulier. Ouais, voilà, le masque, c'est vraiment ce qui installe ce personnage de Fantomas. Et d'ailleurs, on le voit dès le générique sur la photo que vous voyez. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la série date de 1980, 1979. Et il y a une volonté de moderniser un peu le costume de Fantomas. Parce qu'en fait, c'est un héros populaire, mais des années 10. Sur les illustrations des années 10, il porte une sorte de loup qui cache les yeux et un haut de forme. C'est l'image du gentleman du crime. Il ressemble pas mal à Arsène Lupin dans son costume qui date de la même époque. Et c'est pas un voyou des rues. On voit que son crime est presque élevé au rang d'art, en tout cas, qui va traiter avec la haute société. Ça se voit aussi dans son costume. Et c'est d'ailleurs renforcé dans la série par tous les autres costumes qui sont magnifiques. On ne se soucie pas dans cette série complètement de la vérité historique, puisqu'elle date donc des années 80. Elle traite d'une histoire qui est censée se passer dans les années 10, mais qu'elle replace dans les années 30 et avec des costumes qui sont plutôt années 20. Alors, je vous ai peut-être perdu. Il y a au moins 4 saisons différentes. C'est assez difficile de s'y retrouver au niveau costume. En tout cas, c'est joli. Il y a des chapeaux cloches, des robes 3 trous, des robes toutes simples, droites, avec un trou juste pour la tête et pour les bras, sans manches, sans col, la taille très basse, évidemment. Et les cheveux aussi sont très courts, les cheveux des femmes. Mais comme la série est moderne, le costume de Fantomas est revu. Il n'a plus son haut de forme, vous voyez sur les photos, mais une cagoule, en fait, une sorte de bas de laine des malfaiteurs qui lui couvre complètement le visage. Et il est beaucoup plus effrayant, en fait, dans cette série. Et ils ont voulu accentuer son côté cruel et nous faire comprendre que c'était un vrai méchant. Justement, qu'est-ce que ce masque dit du personnage? Qu'est-ce qu'il véhicule, en fait, comme message? Depuis longtemps, on se méfie des hommes qui ont le visage masqué.
Au XIVe siècle, déjà, il y a un édit du roi Charles VI qui interdit de se promener dans les rues de Paris avec un capuchon. C'est pas un masque, mais qui interdit en tout cas d'avoir le visage couvert. C'est lié, pense-t-on, au crime depuis presque toujours. Et cette symbolique, elle est parvenue jusqu'à nous. C'est aussi évidemment l'apanage du déguisement, le masque. On l'a vu pour Marie-Antoinette, et c'est le vêtement du carnaval. Il permet d'inverser les rôles sociaux, d'oublier sa véritable identité pour un temps. Mais là aussi, il y a une notion d'enfreinte à la morale, à la loi, et on craignait tellement les débordements qu'il a été plusieurs fois interdit, même pendant le carnaval, et même à Venise, donc qui est pourtant totalement l'emblème. Le Fantomas de Chabrol et des 4 autres épisodes, il a aussi d'autres détails vestimentaires, à part le masque. Ouais, vous voyez bien sur la photo, il a une cape, et c'est aussi présent dans le générique, qui est moderne pour l'époque, mais il flotte au-dessus de la ville comme ça, et ça renforce un peu l'idée de son caractère diabolique. C'est vraiment un personnage dont on voit immédiatement, en plus il est tout en noir, que c'est un méchant. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas où il est, parce qu'on ne sait pas qui il est, et du coup il peut être un peu partout, il se confond avec la nuit, et ça nous indique vraiment qu'il faut nous en méfier. Forcément, là, quand on voit le Fantomas comme ça, qui se fond dans la nuit avec ce costume très sombre, et puis évidemment la thématique du masque, on pense à plein d'autres héros ou anti-héros de séries plus ou moins récentes. Je vois que vous en citez beaucoup. Casa de Papel, c'est assez récent dans nos esprits. Et puis, il y a ce masque de Dali. Alors là, on rejoint presque le carnaval parce qu'on n'est pas du tout dans l'idée de se fondre dans la nuit. Au contraire, le masque véhicule un message. Mais il y a d'autres séries. Je pense à Mandalorian ou encore Watchmen. Ouais, dans Casa de Papel, c'est pas se fondre dans la nuit, mais en tout cas, c'est aussi la symbolique criminelle du masque. Et pour les réalisateurs, ça va beaucoup plus loin. C'était, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, devenu une icône de la lutte contre les pouvoirs économiques et politiques. C'est ce qu'ils voulaient montrer par ce masque. C'est quelque chose qui représente l'antisystème, en fait, assez simplement. Et d'ailleurs, il fait penser à celui des Anonymous. Je trouve qu'il est assez proche. Oui. Et ce masque des Anonymous, il reprend les traits de Guy Fawkes, qui est un des membres de la conspiration des Poudres, en fait, qui visait l'assassinat du roi Jacques Ier en Angleterre en 1605, qui a aussi une histoire de vêtements d'ailleurs, parce que le roi Jacques Ier portait des pourpoints extrêmement rembourrés, parce qu'il était persuadé qu'on voulait l'assassiner. Il avait raison. Et donc le masque, là, il rejoint cette idée du David contre Goliath, qui essaye de lutter contre un pouvoir tyrannique et qui va essayer de renverser l'ordre des choses. Oui, d'ailleurs, dans les commentaires, j'ai pu lire qu'on parle beaucoup de V comme Vendetta, mais évidemment, c'est pas une série, mais ça rejoint aussi exactement ce que tu viens de dire pour Casa de Papel. Pour Mandalorian et Watchmen, c'est un peu différent quand même, la thématique du masque et du costume en général. Ouais, ce qui est intéressant avec les super-héros, c'est qu'il y a toujours dans le fait de se masquer une sorte d'ambivalence, une sorte d'ambiguïté, même quand ce sont des gens qui font le bien, des personnages qui font le bien, il y a toujours un doute sur l'identité et en fait le fait de ne pas la connaître. Et dans le cas de Mandalorian, c'est un chasseur de primes censé être immoral et en même temps il va protéger Baby Yoda. C'est un personnage qui est assez double et c'est souvent le cas de tous les super-héros qui ont une face sombre, eux aussi. Ouais, parce que ce qui est intéressant, et c'est vrai que pour le coup, ça s'applique peut-être pas aux meilleurs héros masqués de tous les temps. Évidemment, Zorro, on ne l'avait pas encore cité, mais ça semble une évidence. C'est vrai que lui, on se dit que de toute façon, il ne peut être que gentil, mais c'est pas tout à fait vrai. Le masque, comme tu l'as dit, peut créer une forme d'ambiguïté et c'est toujours, même si on pense que le personnage va faire du bien, à un moment, derrière son masque, on se dit que peut-être il a des mauvaises intentions et puis c'est ce qui crée aussi l'intrigue et ce qui fait des rebondissements aussi dans les séries. Exactement, c'est ce qui crée l'intérêt d'un personnage aussi, puisque s'il est masqué, c'est qu'il a des raisons d'être masqué, et alors on a envie de savoir pourquoi.
Dans Fantomas, donc il y avait ce masque et on retrouve aussi un autre détail vestimentaire qui est le costume 3 pièces. C'est un uniforme typique du début du XXe siècle et on le retrouve porté dans une autre série qu'on peut regarder sur Madeleine, une série d'ailleurs que vous aimez beaucoup, en tout cas que moi j'ai découverte plus récemment, c'est Les Brigades du Tigre. C'est 66 ans après le chef-d'œuvre en fait de Louis Feuillade. Les Brigades du Tigre, en fait, c'est l'histoire assez simple. Au XXe siècle, on est tout au début du grand bouleversement pour la police française. C'est l'arrivée en fait des méchants à voiture, alors que la police est à vélo. Et ce sont les fameuses brigades mobiles qui vont être créées en 1907, d'où le titre de l'époque, les Brigades du Tigre, avec Clémenceau donc. Et l'histoire, c'est celle de Valentin. C'est un jeune inspecteur. Valentin, il est propre sous tout rapport. Ça va se voir à son apparence. C'est d'ailleurs ce dont on va parler parce que Valentin a un détail qui ne tue pas. Et là, on va créer une sorte de schisme puisque pour l'instant, on parlait des tenues vestimentaires, mais le costume, parfois, c'est aussi la pilosité. Ça peut être une coiffure, mais c'est aussi, par exemple, la moustache. Et c'est le cas pour Valentin. Et cette mini-série raconte les péripéties de Valentin qui, à la base, est sur son vélo et tente de courser les méchants bandits. C'est une série qui est à mi-chemin, en fait, entre la fiction historique et les polars. C'est vraiment un entre-deux et c'est évidemment un marqueur temporel très, très précis puisque ça va parler de cette époque, de la mécanisation, de l'arrivée des voitures et de tout ce que ça va changer dans la vie des gens. Mais nous, on a eu envie de se focaliser sur la moustache. Voilà, c'est un choix. La moustache de Valentin, ce n'est pas n'importe quelle moustache. D'ailleurs, si vous avez en tête des héros moustachus dans les séries, avec bien sûr la description précise de chacune de leurs moustaches, n'hésitez pas. Comme ça, on en parlera ensuite. Mais celle de Valentin, elle est assez singulière, Ivan. Ouais, je fais juste un petit point sur les vêtements pour vous faire patienter jusqu'à la moustache. Sinon, vous n'allez pas écouter sur les vêtements. Mais il y a quelque chose avec Valentin, c'est vrai, c'est le commissaire de la série et son élégance, sa tenue entière et sa moustache, bien sûr, sont aussi le signe de son autorité. Son costume 3 pièces, il marque un petit peu cette respectabilité et puis son rang dans la société. Par opposition, il y a un autre personnage dans la série qui s'appelle Pujol et qui est un peu le titi parisien, un peu voyou, qui peut être à l'aise dans un costume plus formel, mais aussi dans un costume un peu plus voyou, le costume des Apaches. Les Apaches, c'est des groupes criminels qui évoluent dans les rues de Paris au début du XXe siècle. Et on voit d'ailleurs dans le premier épisode de la série la bande des charbonniers qui portent un peu, voilà, ils sont là, ce même habit. C'est une veste d'ouvrier, une chemise ouverte, et puis ce foulard autour du cou qui est vraiment la signature du look Apache, et la casquette. Alors, il y a absolument tout le temps, sur tous les personnages, des couvre-chefs. Il n'est pas envisageable à cette époque-là de sortir tête nue. Et c'est la différence dans ces couvre-chefs qui va indiquer un peu le rang, la classe sociale à laquelle on appartient. Les ouvriers portent des casquettes ou les bourgeois quand ils sont dans des activités un peu sportives. Et les bourgeois, eux, ils vont porter le chapeau melon, les aristocrates ou les bourgeois plus le haut de forme encore pour les soirées avec le smoking. Et il y a aussi le canotier qui fait fureur à cette époque-là. Là, c'est la tenue plus d'été, le canotier pour aller sur les bords de Marne notamment. Tout le monde est coiffé en tout cas. Et puis pour en revenir à la moustache, Valentin, il porte une moustache qui est un peu à l'italienne, qui est très fine, très distinguée. Et c'est une moustache, moi je trouve, qui est assez séductrice en fait, qui est pas exactement dans l'air du temps. Elle est plus, elle est assez différente de celle qu'on appelle en croc, qui remonte un petit peu, qui est celle de Dali beaucoup plus tard, mais aussi celle d'Hercule Poirot, qui est pas franchement sexy, on peut le dire. Et celle de Valentin, je pense qu'on voit qu'elle a été pensée plus tard qu'à la belle époque. Et puis, elle est
voilà, elle fait un peu moustache à l'italienne. C'est presque celle de Clark Gable dans les années 40. On voit qu'il y a une volonté de rendre le personnage séduisant, en tout cas séducteur et séduisant. Et puis la moustache, d'un point de vue plus général, c'est vraiment le marqueur de la virilité. C'est le cas à l'époque, avec une nouveauté, c'est que on ne porte plus la barbe. En tout cas, les hommes à la mode ne portent plus tellement la barbe parce qu'on a fait des progrès sur les questions d'hygiène et on pense que la barbe, on sait que la barbe trimballe pas mal de bactéries et donc il est devenu plus moderne de se raser la barbe, mais pour rester viril, on porte la moustache. Et le lien de virilité, en fait, il est à faire avec l'armée où il était courant parmi les militaires, parfois même imposé, de porter la moustache. En regardant un petit peu les commentaires, la moustache inspire beaucoup. En fait, on se rend compte que dans quasiment toutes les séries, il y a un personnage moustachu. Juste quand même, Zorro, il a tout pour plaire. Je viens de le lire sur le Facebook Live. C'est vrai qu'il a à la fois le masque et la moustache. Mais sinon, dans les séries qui reviennent le plus, évidemment, Narcos. Javier Peña a une plutôt belle moustache. Évidemment, Walter dans Breaking Bad. C'est vrai que c'est une moustache beaucoup plus épaisse et pour le coup, je pense que lui, il l'entretient pas vraiment et il en fait pas un argument de virilité ou de classe puisque vu dans la mouise dans de virilité brute, je pense que c'est à poser de ce côté-là. Il y a quelque chose avec la moustache dans Magnum, l'idée qu'on est un homme et d'ailleurs dans certaines cultures, c'est le cas. Dans le monde musulman, il peut exister, ça s'est vu plusieurs fois dans des cas de kidnapping, notamment d'un adversaire politique, de raser la moustache pour humilier son adversaire, de kidnapper, de relâcher la personne rasée. C'est extrêmement humiliant. Et puis pour les séries, c'est moins grave, ça devient aussi complètement la tribu d'un personnage. Je crois que Magnum a été relancé en 2020 sans moustache. C'était totalement le drama parce qu'on ne peut plus envisager ce personnage-là sans moustache et on n'envisage pas non plus tellement Escobar sans moustache. Et d'ailleurs, si on fait le lien, parce que on n'arrête pas de faire des liens, mais dans les séries historiques, on parlait de Marie-Antoinette, Versailles, en fait, Louis XIV, il a aussi une toute petite moustache. Donc, ça peut aussi arriver à des personnages très nobles, comme des rois. Une histoire du poil qui est extrêmement longue, qui est extrêmement changeante, comme l'histoire des vêtements, et qu'on peut retracer depuis l'Antiquité. Et puis, il y a aussi la série Viking. C'est vrai que parfois, la moustache accompagne un tout, c'est-à-dire une pilosité excessive, que ce soit tout le corps ou les cheveux longs. Enfin, ça peut être aussi un tout. Parfois, c'est le seul détail qui tue sur un visage et des fois, ça appartient à une enveloppe beaucoup plus large. Il y a une question d'animalité souvent qui est liée à la barbe. Et c'est pour ça que justement au début du XXe siècle, elle peut passer de mode. Ça devient un peu l'apanage des anciens parce qu'il est plus moderne d'être rasé. Plus civilisé en fait. C'est le début de Gillette aussi, du premier rasoir personnel qu'on peut avoir chez soi. Mais c'est vrai que dans les séries, alors ça revient un peu à la mode, mais dans les séries, les scènes de barbier, voilà, c'est des scènes à part entière. C'est hyper chouette de suivre des personnages qui vont justement faire entretenir leur barbe, etc. Aujourd'hui, on retrouve ça aussi même à Paris. Il y a énormément de barbiers qui fleurissent et ça devient la mode. Mais je pense qu'entre les deux, il y a eu la période, comme tu viens de dire, la période Gillette, quoi. Et c'est peut-être un peu moins glamour. Les scènes de rasage, je ne sais pas si elles sont très nombreuses dans les séries, mais elles marquent moins. C'est un rôle social important, le barbier comme le coiffeur. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui à quel point les gens sont impatients de retourner chez le coiffeur. Il y a un rôle aussi important qui se retrouve dans les intrigues, dans les séries. C'est un endroit où on discute, où on se confie. Pour vérifier si vous avez bien suivi cette conférence, parce que ça fait déjà 40 minutes que nous parlons des séries et des costumes d'époque, Ivan a choisi 2 questions pour vous, pour voir si vous avez réussi à suivre. C'est vrai qu'on a donné pas mal d'infos et en plus, on a brassé plusieurs époques et plusieurs siècles, mais il y a quelques fils conducteurs. À votre avis, combien de costumes Marie-Antoinette porte-t-elle dans cette série de 1975 signée Guy Lefranc?
En attendant vos réponses, j'ai eu pas mal de questions, mais je pense notamment à Thierry Lafronde. On a posé une question sur le port, sur les vêtements en hiver, mais c'est vrai que dans la série, pour l'avoir visionnée, je suis pas certaine qu'il y ait une grosse différence de costume entre l'hiver et l'été. Je ne sais même pas si on arrive à distinguer l'hiver de l'été dans la série. C'est une excellente question. La saisonnalité dans la mode, elle arrive beaucoup plus tard. Elle arrive à l'époque moderne, à peu près au XVIIe siècle. Avant, on ne porte pas, ça nous paraît complètement dingue, d'autant plus que les techniques de chauffage étaient bien moins bonnes, mais on ne porte pas de vêtements différents l'hiver de l'été. Et on empile plutôt des couches en hiver, c'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs chemises les unes par-dessus les autres et un manteau qu'on peut enlever, mais en tout cas, il n'y a pas de vraie différence. Il n'y a pas de collection de vêtements, évidemment, été ou hiver. Vous avez trouvé la bonne réponse, c'était bien 40 costumes et si vous avez bien écouté, pour Marie-Antoinette, elle a porté en tout 40 costumes dans cette série et ce n'était donc pas que des robes puisqu'elle a porté quasiment tous les vêtements possibles, imaginables pour l'époque et les plus audacieux d'ailleurs. J'ai une deuxième question. Quel accessoire de costume perd Fantomas dans la version de 1980? C'est un peu plus dur. On va vous laisser un peu plus de temps pour répondre. Mais j'ai une autre question du coup des internautes. D'ailleurs, si vous en avez, c'est le moment puisque là, jusqu'à la fin de la conférence, Ivan va tenter de répondre à vos questions. Alors, évidemment, nous ne savons pas tout sur tout, mais on va essayer. Est-ce que la famille royale a déjà prêté de vrais vêtements pour la série? Je pense que c'est pour The Crown la question, évidemment, mais je n'ai pas personnellement la réponse, mais peut-être que des fois, les prêts de vêtements, ça c'est fort possible, ou peut-être des copies de vêtements. Je pense que, en tout cas, la reine Elisabeth, elle est détentrice en tant que reine d'Angleterre d'un certain nombre de pièces de bijoux. Je pense surtout aux bijoux qui sont dans sa collection personnelle. Et je pense qu'au niveau assurance, c'est pas possible de les prêter en tant que tels, mais en tout cas de les laisser disponibles, de les laisser voir aux costumiers pour faire des copies les plus vraisemblables possibles. Même si on a déjà énormément de photos de ces pièces-là, mais je pense qu'il est possible de voir les pièces du trésor notamment. Des prêts de vêtements en tant que tels. Il y a un truc qu'il faut savoir sur les vêtements de l'époque moderne, du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est qu'il y en a très très peu qui sont arrivés jusqu'à nous. On peut les compter sur les doigts des mains parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les vêtements étaient extrêmement recyclés. Donc, quand les personnages de la famille royale ne voulaient plus les porter, qu'ils étaient trop démodés, etc., ils les donnaient notamment à leurs valets ou aux dames de chambre, etc. C'était une coutume assez fréquente. Et c'était parce que les vêtements aussi avaient énormément de valeur. Donc, hériter d'une caisse de vêtements d'un membre de la famille royale, c'était beaucoup d'argent. Et comme elles n'avaient pas le droit, ces personnes, de les porter en l'état, il était impossible de porter une robe de reine quand on n'était pas reine telle qu'elle. Elles étaient redécoupées, le tissu était utilisé, mais pour faire d'autres formes. Les boutons étaient modifiés, des tas de choses. Donc, on a réutilisé ces tissus encore et encore. Et il n'y a quasiment aucune pièce qui est arrivée dans son état originel jusqu'à nous. Ouais, ce qui est intéressant justement autour de ces costumes de reine, c'est qu'on fait beaucoup le parallèle entre les costumes de la reine dans la série et les costumes de la reine dans la vraie vie. Et quand je lis vos commentaires, c'est vrai que c'est rare que la reine d'Angleterre ait porté 2 fois le même costume. D'ailleurs, apparemment, ce serait arrivé qu'une seule fois pour la cérémonie des JO. Vous avez bien trouvé la deuxième réponse à la question. Quel accessoire de costume perd Fantomas dans la version de 1980? C'est le haut de forme. Et donc, vous remportez, comme pour la première question, un livre, le livre d'Ivan Jacob, s'appelle Comme jadis, c'est aux éditions Robert Laffont, si je ne me trompe pas, Ivan. C'est bien ça. Et c'est donc un livre qui porte sur... évidemment sur le mode des vêtements, mais qui ne porte pas sur les personnages de fiction. Ça va largement au-delà. Vous voyez la reine d'Angleterre en couverture, justement, et en bas, c'est Henri VIII. Mais oui, ce sont que des personnages qui ont existé.
Il y a une question qui vient d'être posée. Est-ce que on peut voir des éléments distinctifs entre des héros, enfin des gentils et des méchants? Est-ce qu'il y a un détail ou peut-être un costume qui n'est porté que par les méchants et qui n'est pas porté par les gentils? Non, j'allais dire que souvent le noir, c'est mauvais signe, mais c'est pas toujours le cas et Zorro est un bon contre-exemple. Mais souvent, le noir est associé à des personnages maléfiques et méchants. Pour le reste, ça évolue tellement. En fait, chaque vêtement, chaque couleur a une signification très différente dans le temps et dans les lieux aussi, en fonction des cultures. Donc, il y a des choses qui peuvent signifier quelque chose à une époque et puis 200 ans plus tard, qui veulent dire exactement l'inverse. Et je pense qu'il n'y a rien qui est vraiment acté dans les séries non plus. En fait, ça dépend tellement de l'intrigue, de l'époque dans laquelle ça se situe, de l'époque dans laquelle c'est tourné. Tout ça est très fluctuant. Plusieurs font la remarque sur les costumes et les vêtements à rayures. Est-ce qu'il y a une signification, alors là je te pose la question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais moi-même je me la pose. Est-ce qu'il y a une signification particulière? C'est assez rare, enfin j'ai même pas de costume en tête totalement à rayures, enfin bien sûr par les Dalton, mais... Ouais, la rayure, il y a un excellent ouvrage de Michel Pastoureau sur un symbolique de la rayure depuis le Moyen-Âge. C'est quelque chose qui, à la base, est extrêmement négatif, qui est associé aux personnages dans la société qui sont ostracisés, qui sont des personnages marginaux, les lépreux, les jongleurs, les gens qui sont, ouais, voilà, c'est un peu en marge de la société. J'imagine que ça doit exister dans la représentation de fous du roi, de jongleurs, etc., dans des séries médiévales, mais j'ai rien qui me vient en tête. Et oui, prisonnier, bandit, effectivement. Et l'autre question qui revient aussi pas mal, mais c'est sur une série assez précise et qui n'est pas sur Madeleine Ina, que nous n'avons pas visionné en totalité. Mad Men, c'est les années 50 et c'est vrai que pour avoir vu, alors moi j'ai pas vu la série en entier, mais les costumes sont magnifiques, mais je pense que c'est aussi dû à l'époque, la mode des années 50, quoi. Ouais, il faut pas oublier que Mad Men, ça retrace l'histoire d'une certaine tranche de la population à New York, ouais, dans des hôtels de luxe. C'est pas totalement représentatif de la façon dont tout le monde s'habillait à l'époque, mais oui, il y avait quelque chose de beaucoup plus recherché, de beaucoup plus soigné, qui est aussi dû aux matières. Aujourd'hui, on a des choses... un look plus sportswear qui vient aussi des matières plus techniques et qui donne un ensemble plus relâché. Dans les années 50, cette élégance est due aussi à tous ces petits détails et à toutes ces matières qui font que c'est beaucoup plus soutenu en un sens. Ouais, en plus, c'est vrai que c'est important de préciser qu'on est quand même... effectivement, c'est une série qui se passe sur Madison Square Avenue et puis c'est une agence de pub. Enfin, on est quand même dans une classe sociale plutôt aisée, mais ça n'empêche pas que c'est très beau à regarder. Et c'est mais c'est comme si aujourd'hui, on filmait dans certains coins de Paris avec des vêtements de luxe. Il est temps de conclure et d'essayer un petit peu de résumer tout ce qu'on s'est dit sur ces séries. C'est vrai que dans toutes les séries dont on vient parler, de Thierry Lafronde aux Brigades du Tigre, en passant par Watchmen, par The Crown, Marie-Antoinette, il y a quelque chose qui marque dans le costume finalement, c'est que le costume, ça peut être un véritable personnage en fait de fiction, un personnage à part entière. Il a une existence qui est au-delà de l'écran, au-delà de ce qu'on voit, et ce n'est pas seulement qu'un décor comme une lampe ou je ne sais quoi. Ça peut aussi mobiliser derrière toute une économie et surtout, j'ai l'impression avec les séries qui émergent ces dernières années, qui sont pour la plupart des séries historiques, qui passionnent les gens, le costume peut, en tout cas le costume dans les fictions peut créer une véritable mode, quoi, voire une économie et un écosystème. C'est ça, c'est une aubaine aujourd'hui pour les costumiers. Il y a un énorme succès des séries en costume et en ce moment pas mal de séries de la Belle Époque. Justement, je pense à Paris, Police 1900 ou Bazar de la Charité, des choses qui passent à la télé aussi. Ça nécessite évidemment des ressources, des connaissances sur l'histoire du vêtement.
Et ça peut même aller jusqu'à faire bouger la mode. Je pense à Downton Abbey, qui est aussi un ravissement au niveau des costumes. Et il y a des robes qui sont portées par l'héroïne Marie, qui ressemblent trait pour trait à de véritables robes vintage de l'époque. C'est pas des vintage, c'est des recréations expressément pour la série, avec parfois un petit détail qui change. Les robes n'avaient pas le col d'encolure en V, et la créatrice peut avoir envie de donner une allure un petit peu plus moderne à Marie. Mais en tout cas, ça a même donné naissance à une histoire que je trouve assez chouette. Il y a une maison de couture, un couturier qui s'appelle Fortuny, qui est très important à cette époque, qui a créé un plissé tout à fait particulier. Et c'est un savoir-faire qui s'était perdu. Et la maison, en fait, a retravaillé pour la série Downton Abbey sur certaines de ces techniques qui étaient un peu oubliées. Et elle a réussi à recréer, en faisant des recherches et du développement, des robes pour Downton Abbey. Donc, ça peut même amener à de la création et à de la recherche sur l'histoire du costume. Ouais, les 5 personnages principaux féminins de Downton Abbey, à elles seules, en fait, elles ont nécessité près de 1280 costumes, juste pour 5 personnes. Mais c'est très réussi, c'est très beau. Et ben, je pense que la conférence touche à sa fin. Merci pour toutes vos questions et j'espère que vous avez pu avoir un aperçu justement de ce que peuvent véhiculer les costumes dans les séries, et j'espère qu'on a réussi à vous donner envie de vous plonger dans des séries qui sont un peu plus anciennes finalement, et qui sont disponibles aussi en SVOD et en streaming, et qui, je pense, valent le coup d'œil. D'ailleurs, elles ne sont pas toutes en noir et blanc, bien au contraire, la plupart sont en couleur. Et évidemment, le Fantomas de Chabrol, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment, moi, un coup de cœur, et c'est une série qui se regarde avec intensité. Merci. Je pense que Lionel va reprendre la parole. Absolument, me revoilà. Écoutez, simplement, merci au public, bien sûr, mais avant de vous enlever de l'écran, merci à vous, c'était hyper intéressant. J'espère que derrière vos écrans, vous avez pensé la même chose et vous avez été hyper nombreux, j'aime bien le mot hyper, à venir à regarder, à commenter. Donc voilà, merci beaucoup, merci Ivan. Merci beaucoup. On rappelle que le livre est dispo chez les éditions Robert Laffont, ça s'appelle Sapé comme jadis. Merci Pauline, merci à Lina en partenariat avec Sérimania pour cette conférence. Je vous enlève de l'écran et je vous remercie au nom de toute l'équipe, au nom du public. Hop. C'était donc Sapé comme jadis. J'espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. Vous avez été très, très nombreux. Donc, merci encore. Ceux qui ont gagné quelque chose, on ne vous a pas cité à l'antenne. Ne vous inquiétez pas. Notre community manager vous a prévenu. Malheureusement, si on ne vous a pas prévenu, c'est que vous n'avez pas gagné. On vous prépare des petites surprises tout au long de l'année sur les réseaux, donc suivez-nous bien. On est Festival Sérimania et sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn pour les pros. On a une chaîne YouTube également et on espère très très fort, bien sûr qu'il n'y a pas de souci, qu'on se verra l'année prochaine en 2021 en vrai à Lille. À bientôt.